Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec la romancière, nouvelliste et poète Élise Turcotte. Bonjour Élise. Bonjour Daniel. Bienvenue à Repentigny, à la bibliothèque Robert Lucier. Ton livre, ton roman, Le bruit des choses vivantes, c'était notre roman du mois de septembre, notre roman coup de cœur au club de lecture de Repentigny. Donc, on avait vraiment envie de te recevoir pour en parler, mais aussi pour parler de façon plus large de ta démarche d'écriture. Bon, alors, Le bruit des choses vivantes. Hey, ça fait longtemps, hein? 1991, donc ça fait presque 30 ans. Oh là là! C'est beaucoup axé sur l'histoire d'une femme de 30 ans et de sa fille de 3 ans. On vit avec elle pendant une année, avec elle deux. Est-ce que tu te rappelles ce que tu avais dans la tête quand tu as commencé à écrire ce roman-là? Quand même assez. Bien là, j'ai un peu repensé, mais j'ai plus de notes de rien de tout ça chez nous, parce que moi, j'écris beaucoup de notes dans des cahiers en écrivant mes livres. Mais je me rappelle très bien que j'avais mes 2 enfants. J'avais ma petite fille puis mon petit bébé garçon. Puis je me rappelle de m'être dit, il y a quelque chose de romanesque dans cette vie-là avec des enfants. Et l'autre affaire dont je me souviens très bien, là, mais ça, c'est... Des fois, c'est pour dire qu'on écrit contre quelque chose, mais je me souviens pas dans quel contexte, mais j'étais dans une auto. Ça devait être celle de mon père, parce que moi, j'ai pas eu d'auto. Et j'avais entendu un écrivain dire, un grand éditeur français dire à la radio que le sujet, je ne sais pas comment qu'il avait dit ça, l'amour maternel, ça ne pouvait pas être un sujet romanesque. Hey, là, ça m'avait choquée. Puis là, je me suis dit, ben, tu vas voir que moi, je vais en faire un livre. C'était pas que je voulais que ça soit le sujet, mais moi, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas un sujet romanesque plus qu'un autre. Puis j'avais comme envie de parler de cet amour-là, un peu comme on parle de n'importe quelle autre forme d'amour. Fait qu'il y avait ça à la base. C'est le début. Puis en fait, tu avais déjà publié, je pense, 4-5 recueils de poésie. Oui, c'est vrai, oui. C'était ton premier roman. Oui. Donc, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit pour que tu aies envie de quitter un peu la poésie et aller vers le roman? Bien, c'est ça. Je me suis rendu compte de ça plus tard, c'est que quand tu écris beaucoup de... J'ai toujours été attirée par la prose, parce que même ma poésie était souvent... Très narrative. Elle était très narrative. Moi, je lis beaucoup de romans aussi. Mais je pense que le fait d'avoir des enfants, ça m'a conduit à réfléchir sur le temps. Tu sais, c'est quoi? Hein? Tu sais, quand on a des enfants, d'abord, quand ils naissent, on réfléchit à la mort, à la possibilité de la perte, on réfléchit au temps qui passe, la narratrice qui serre les petits, je sais pas, les petites robes, les petits bas qui font plus, etc., etc. Donc ça m'a comme vraiment branché sur la réflexion sur le temps qui passe. Et pour moi, l'art romanesque, c'est un art temporel. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis allée vers ça. Je pourrais dire aussi que j'ai pensé à cette époque-là que la poésie, c'était plus l'espace. La narration, c'est plus le temps. Maintenant, je ne suis plus tout à fait certaine de mon idée que j'avais à l'époque. Mais quand je disais espace, je voulais dire, tu sais, les poèmes sont dans la page, remplissent une certaine manière d'espace dans la page du livre. Mais par contre, le temps, le rythme est aussi là-dedans. Mais la narration, le fait de raconter, tu dis, il était une fois, ou tu commences une histoire, tu es déjà dans le temps. Et il y a le hier, il y a le demain. Il y a le demain, puis il y a le fait aussi d'être avec des enfants. Tu es déjà dans une sorte de narration. Tu te racontes ta propre histoire. Tu racontes à quelqu'un qu'est-ce que ta fille a fait, qu'est-ce que tes enfants ont fait. On est là-dedans, on raconte l'histoire à nos enfants, tu sais. Ça fait longtemps, mais je m'en rappelle très bien de cet état-là. J'avais beaucoup travaillé aussi sur le quotidien dans mes premiers recueils de poèmes. Moi, j'avais envie de défaire ça un peu, là, la poésie. Pour moi, il n'y a pas de sujet plus important qu'un autre, il n'y a pas de hiérarchie, même pas entre les êtres humains ni les objets. Dans mes livres, tout est au même niveau. Donc, j'ai parlé beaucoup de la quotidienneté, et ça, bien, avec des enfants, ça prend bien de la place. Tout à fait. Donc, ça, je voulais en parler, puis le rendre je sais pas, le rendre poétique. Oui. En fin de compte. Oui. C'est comme si réenchanter le quotidien, qui était déjà enchanté. Je sais qu'il y a du monde qui m'ont dit, à l'époque, oui, mais avoir des enfants, c'est pas aussi le fun que ça. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas...
Il y a des moments noirs, mais moi, je ne voulais pas l'écrire, ces moments-là. Je ne voulais pas en parler. C'était pas ça mon idée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de mère comme je trouvais qu'on était, parce qu'on s'est connus dans ce temps-là. Dans la littérature, j'en voyais pas. Je voyais des mères, Mater Dolorosa, des mères qui ont de la misère ou des mères pas fines, mais juste des mères vivantes qui ont du fun, qui lisent, j'en voyais pas. Et je voulais Qui continuent d'être aussi des personnes, des femmes. C'est ça, qui continuent à être des femmes, des personnes. Ça me tentait de parler de ça. En fait, c'est vraiment un ode à la maternité aussi, oui. On peut dire ça dans un sens. Oui, oui. Puis il y avait, à l'époque, là, on parle des années 90, le féminisme n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il y avait, dans cette époque-là, moi j'ai toujours été féministe, là, ça a toujours été clair pour moi, mais pour moi c'est une forme d'engagement féministe aussi d'écrire ce livre-là, mais de dire, moi le personnage Albany, elle répondra à aucune... Albany, la mère, donc? La mère, elle ne répondra pas à des injonctions, genre, par exemple, à notre époque, il était impensable, quand on était jeune, de se dire, moi, je n'aurai pas un travail que j'aime, puis je m'en fous. Mais elle, Albany, ça aussi, il y a quelqu'un qui a déjà fait l'analyse de ça. Albany, elle a un travail qu'elle aime plus. Elle travaille dans une bibliothèque, tu sais. Ben, elle aime ça, mais elle veut pas. C'est pas quelque chose qui prend toute la place. C'est pas quelqu'un qui est carriériste du tout. Non. Ça fait pas partie de ses valeurs. Et ça, à l'époque, c'était un peu à contre-courant, parce que c'est pas ça qu'on était supposé de faire. Quand on était féministe, tu sais, on devait avoir une carrière puis aimer ça. Moi, ça me tentait pas de faire ça. Ben, Maintenant, je peux le dire, tu sais, avec le recul, mais... On va revenir sur le bruit des choses vivantes. Je veux juste dire, d'abord, dans un premier temps, c'est un livre qui t'avait valu un prix, le prix Louis Aymon. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce prix tout, mal connu ici? Hein? Je me souviens pas. C'est un prix... je pense que ça a un rapport avec la France. Oui, c'est un prix français. Ouais. Mais je ne peux pas t'en dire plus, je ne me rappelle pas trop de ça. En tout cas, ce n'était pas le premier prix. Et non. ni le dernier que tu recevais. Donc, alors, si je fais la liste, il y a eu... Non, oui, oui. Pas la liste. Oui. Il y a eu le prix Émile Nelligan, d'abord, ouais. pour ton recueil « La Terre est ici » en 1989. Autre prix de poésie, celui-là en 2002, le Grand Prix du Festival international de la poésie. Sombre ménagerie. 2 fois prix du gouverneur général. Oui, c'est vrai. 1 fois pour ton roman La Maison étrangère, puis 1 fois pour ton livre jeunesse Rose derrière le rideau de la folie. Je me rappelle, c'était un très beau livre. Ça, tu te mettais dans la peau d'une adolescente. Oui, puis ça ce livre-là, j'avais fait avec Daniel Sylvestre. On avait vraiment travaillé ensemble. C'est pas comme des poèmes puis un illustrateur. On avait vraiment travaillé. On intervenait les deux dans chacun le travail de l'autre. Et lui aussi avait gagné. Dans ce temps-là, ce prix-là était divisé en 2. Pour le texte, un prix du gouverneur général et un prix du gouverneur pour les images. Et lui avait aussi gagné, fait qu'on avait gagné les deux. Les deux? C'était vraiment... C'est quand même extraordinaire. Oui, puis c'était un pari parce que je voulais... C'est une narratrice qui a à peu près 14 ans, je me souviens bien, 14-15. 14-15, oui. Et puis, elle est à l'hôpital psychiatrique. Et je voulais parler de ça aussi. C'est une autre affaire que je trouvais qu'on parlait beaucoup de ça. On parlait de ça, l'hôpital psychiatrique, la folie, la schizophrénie, les troubles alimentaires. On entend parler, tout ça, mais... On va toujours dans le sens de la guérison. On va toujours dans le sens, les psychiatres sont corrects. Tu sais, moi, je voulais, cette narratrice-là, elle déteste sa psychiatre. Puis je voulais dire ça. Je voulais pas nécessairement que ça finisse bien et qu'il y ait une sorte de rédemption. Je voulais dire, pour les adolescents, mais il y a quelque chose qui est dit dans la folie aussi ou dans des problèmes psychiatriques. Il y a quelque chose qui est dit qui devrait être entendu. Donc, je voulais ça aussi, réenchanter ce monde-là. En t'adressant aux adolescents. C'est ça. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, la narratrice, à un moment donné, elle aime beaucoup toutes les petites boîtes de pilules. Puis elle rend ça un peu poétique. Fait qu'il y a la souffrance, mais il y a aussi une autre façon de voir. Puis, tous les adolescents qui sont avec elle, elle les rencontre, puis ils se parlent, mais ils ne sont jamais du côté de « Ah, finalement, nous allons être rachetés par la société » ou « Nous allons guérir et devenir comme tout le monde ». Non, pas du tout. C'était pas ça que je voulais faire. C'était comme un pari un peu. De mettre un peu à côté de
de ce qu'on entend, de ce qu'on voit Oui, habituellement. puis non, ils m'auront pas. Jamais, jamais, ça finit de même, je ne sais pas de la phrase, mais jamais je ne rentrerai dans le rang. Mais en fait, c'est un peu toi, ça. Pas mal. Ça donne. Mais quand même. Mais non, mais c'était pareil par rapport, par exemple, à tout le rapport à la maternité. Exactement. Hein? Puis tous mes livres sont faits dans cette idée-là. Non, je ne ferai pas un deuxième bruit des choses vivantes. Parce que là, ça a bien marché, puis l'éditeur, il en voulait un deuxième pareil. Non. C'est pour ça que j'ai fait un recueil de nouvelles après pour couper ça. Caravane. C'est ça. Mais tu sais, moi, je pense qu'un écrivain doit aller là où il n'était pas. C'est sûr qu'il y a des affaires qui se ressemblent dans mes livres, mais je pense que je n'ai pas fait un livre pareil. En tout cas, j'espère. Il y a comme une évolution aussi. Puis pourquoi, je ne sais pas, pourquoi être toujours répéter la même chose, puis pourquoi rentrer dans son propre rang? Donc moi, par exemple, par rapport à la narration, au romanesque, j'ai toujours écrit en voulant défaire les fils du romanesque, en voulant désobéir. J'ai toujours fait ça. J'aimerais ça être pas de même des fois. Je ne suis pas capable. J'aimerais ça écrire un vrai roman de 300 pages. Mais en même temps, c'est pas vrai. Bien, je dis Ça ne doit pas être si vrai que ça. c'est pas si vrai que ça, parce que c'est même pas ça que je lis. Puis plus je vieillis, moins ça me tente de lire des livres qui sont avec un vrai code romanesque. Puis, non. De toute façon, Non. c'est pas ça qui t'intéresse. Non, pas vraiment. Tu avais aussi obtenu le Grand Prix du livre de Montréal pour Ben ton oui, c'est roman vrai. Guyana. C'est vrai, j'avais oublié ça. Jusqu'à quel point ça a été important dans ton parcours, dans ta démarche, la reconnaissance par les prix littéraires? C'est très ambigu, cette affaire-là. Ah, c'est le fun d'avoir des prix. Ça, c'est sûr, Mais en même temps, moi, je suis mal faite là-dessus. Tu sais, je suis pas... Pour moi, le prix, il m'est donné... Bon, premièrement, la question de l'argent est très importante là-dedans, parce que moi, j'ai enseigné à mi-temps presque toute ma vie, donc j'ai pas... Tu sais, j'ai travaillé beaucoup sur l'écriture, puis c'est pas ça qui rapporte le plus d'argent. Fait que le fait d'avoir des prix, des fois, ça aide vraiment beaucoup. Gouverneur général, c'est quand même important. C'est ça. Puis des fois, ça aide pour payer les dettes que tu as accumulées parce que tu n'as pas assez enseigné. Tu sais, on ne parle jamais de ça, mais c'est très important, cette affaire-là. Fait que ça, c'est important. Mais ça ne change absolument rien au livre que tu veux écrire après. C'est ça l'affaire, c'est que... Ouais, ben OK, tu l'as eu, mais... Tu sais, comme moi, tu me dis ça, il y a le monde me dit que tu as eu beaucoup de prix. Puis... Disons que mon dernier livre, il n'y en a pas eu. Bien, moi, c'est mon petit dernier livre que je trouve qu'il devrait en avoir. Mais ton dernier, il était en liste pour le prix des libraires, Oui, je l'ai crois. Mais ça ne me dérange pas, mais Non. je veux dire, c'est pour expliquer que c'est beau, les honneurs, mais c'est pas ça qui fait écrire non plus. Non. Tu sais, faut pas que tu... Qu'est-ce qui disait ça? J'avais lu dans un livre, je pense que c'est Thomas Mann. Il me posait cette question-là, qu'est-ce que ça vous fait, les prix? Puis il avait répondu « Take the money and run ». Mais ça dépend aussi de la façon dont les... Tu sais, c'est fou à dire, mais des fois, tu te sens très bien accueilli dans les... Tu sais, au gouverneur général, par exemple, on est tellement bien accueilli. Tu sais, c'est le fun. Il y a certains prix où tu te sens vraiment aimé pour ce que tu as fait. Le monde te parle de tes livres. Ça vaut la peine. Ça peut aussi faire en sorte que tes livres sont plus lus. Sont plus... Sans doute. Oui, ils sont plus mis en évidence dans les librairies. Sans doute. C'est quand même le fun. C'est quand même bien. Oui, c'est bien. Alors, Élise, donc, tu le dis, tu as enseigné longtemps la littérature au Cégep du Vieux-Montréal. D'ailleurs, on enseignait pendant quelques années vrai. ensemble. Oui. Bon, on se connaît depuis longtemps. On s'est connus à l'UQAM. Donc, tu as fait tes études littéraires, bac maîtrise à l'UQAM. Ensuite, tu as fait un doctorat à Sherbrooke. En création, qui est... une partie de ce doctorat-là, c'est le bruit des choses vivantes, d'ailleurs. Ah oui? Oui. C'est là que tu avais commencé à l'écrire, donc. Alors, oui, en fait, je l'avais presque... Maintenant, j'ai le droit de le dire, quand même, ça fait 30 ans. J'avais presque fini de l'écrire, mais j'étais rendue assez loin. Mais je m'étais inscrite au doctorat en me disant... Ça, c'est tout à fait moi. En me disant, bien, là, j'ai un roman. Si le roman n'est pas bon, mais que je travaille assez bien mon autre partie, puis si ça ne marche pas, si ce n'est pas publié, j'aurai au moins un doctorat puis une augmentation de salaire. Sinon, bien, tu sais, c'est comme... Ça ne sera pas fait pour rien. Je voulais faire ça comme ça. Puis j'avais comme un peu dans l'idée d'aller enseigner à l'université, mais je n'étais pas certaine.
Donc, finalement, toute ma partie théorique, c'était sur les traces autobiographiques dans Parce les... que quand tu fais un doctorat en création, il Ouais. faut que tu fasses une partie théorique. C'est ça, une partie assez grande théorique. Puis, un journal d'écriture. Tu sais, il y avait, je me souviens bien, trois aspects. Fait que dans ma partie plus théorique, c'était sur les traces autobiographiques dans les récits. Moi, c'est comme une théorie que j'avais. C'était pas une théorie, mais moi, je voulais montrer ça. Puis je pense que c'est le jeu de tous mes livres dans mon autobiographie de l'esprit. C'est ça, que tout ce que tu fais dans la vie est une trace de ta vie. C'est comme un autoportrait. Fait que, par exemple, la façon dont tu places les fleurs dans un pot à fleurs, dont tu décores ta maison, tes objets chez vous, tout ça fait partie d'un grand autoportrait que, ben, je ne sais pas, qui va être fini à la fin. Hein, À la mort. Ben oui. On n'aime pas ce mot-là, mais il est là pareil. Oui. Bon, alors, on revient au bruit des choses vivantes. Donc, c'est Albany et sa fille Maria. Donc, Albany est séparée Ben oui. il n'y a pas longtemps du père de la petite. Et j'aimerais ça que tu nous lises un extrait. Donc, c'est le moment où le père vient chercher la petite Maria. Oh. Donc, tu vois, j'ai fait un petit X jusqu'à la fin de la Tout page ça, à OK. côté. Oui. Je commence au début? Bien, tu vois, c'est 2 pages, hein? OK, parfait. Pas long. Là, je lis vraiment, c'est comme de la lecture à vue, comme on dit. Puis là, ça me remet là-dedans, c'est quand même 30 ans, il y a 30 ans. Le père de Maria. On pouvait dire avant, Albany est bien, Albany est heureuse. Elle ne sent pas l'angoisse, elle respire l'air chaud de l'après-midi. Les rideaux sont ouverts, elle n'est pas seule. Elle a Maria et le père de Maria. Le matin, 2 petites mains la comblent de joie. Le soir, elle arrive à parler. Mieux encore, un homme la prend dans ses bras, renifle son cou, écarte le silence de la maison. Un jour, il n'est plus là. Alors, il faut tout expliquer. Je veux dire, pour Maria, il faut faire semblant de comprendre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Albany sait remettre les choses à leur place. C'est dimanche. Quand il arrive, j'ouvre la porte. J'aperçois le tapis de feuilles jaunes sur le sol. Maria s'est cachée sous les coussins du divan. Il regarde partout, dans les armoires, derrière les portes. Il fait un bruit de sanglots. Puis, c'est le spectacle de la découverte de Maria. Éclat de rire, baiser. Je vais dans la chambre, je reviens avec une petite valise rose remplie de vêtements. La valise ferme à peine car en plus des vêtements, il y a les objets familiers indispensables. Le petit chat avec la clochette, le cadran rouge, des livres, des crayons. Ensuite, le spectacle de l'abandon. Maria ne veut plus s'en aller. Elle veut papa, mais ne veut pas partir. Elle désire que les choses forment un tout. Les crayons, les cahiers, les dessins et le temps de tout terminer. Une seule façon d'être bercée, une seule maison. La porte ouverte, le tapis de feuilles jaunes. On a des tours dans notre sac, on dit des paroles rusées. Maria grimpe dans la voiture, elle finit par sourire. Je me retourne. Je n'aime rien de ce qui vient de se passer. Je range tous les jouets dans la chambre de Maria. Je fais des gestes inutiles. Il n'y a plus rien à faire. Le soir tombe. J'entends parfaitement le silence de la maison. Ça me ramène assez loin. Je le remets? Tu peux le garder. Oui. Donc, c'est ça. Quand sa fille part, c'est un morceau d'elle qui s'en va, là. Oui. Hein, C'est tellement fusionnel, leur relation. En fait, je n'ai pas vécu ça, parce que moi, quand j'écrivais ce roman-là, j'étais pas séparée, bizarrement. C'est comme, les choses se passent toujours après mes livres dans ma vie. Pour ça, je vais faire attention à ce que j'écris maintenant. Mais fusionnels, je ne sais pas s'ils sont si fusionnels que ça. Moi, Parce qu'à un moment donné, elle dit elle-même, oui. Je l'aime trop, je pense que je Oui, l'aime trop. Elle l'aime trop, mais c'est comme, c'est pas psychologique. Je ne sais pas comment dire ça. Ça fait partie de l'écriture, de la façon dont j'ai choisi d'écrire ça. Tout le monde me dit ça. Ils sont fusionnels, ça ne doit pas être bon. Ça, je me suis fait dire souvent. Ah, mais moi, je ne le vois pas nécessairement pas. comme façon négative. Pas négative. Quand je dis ça, il y a une fusion. Mais on est comme ça. Parce que la mère est rendue qu'elle voit quasiment
le monde, les choses autour par les yeux de sa fille. Oui, mais on est comme ça un peu quand... Si on s'arrêtait... C'est ça que j'essaie d'expliquer à des... Surtout quand les enfants sont petits. Quand les enfants sont petits, puis j'ai fait beaucoup de rencontres là-dessus, puis j'ai eu des questions comme ça, puis je disais, mais si on s'arrêtait, moi je l'ai fait, si on s'arrêtait, puis on se regardait là, dans la cuisine avec nos petits bébés, nos petits-enfants, puis qu'on arrêtait ce moment-là, mais c'est ça qu'on décrirait, en fait. C'est ça que je voulais faire. Parce que, dans le fond, je trouve qu'ils sont, oui, ils sont fusionnels, mais ils ont chacune leur vie intérieure. Aussi, oui. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Elle a toute sa vie, elle, puis elle a une amie, Albanie. Une grande amie. Elle a une grande amie avec qui ils font plein de choses. Donc, mais ça n'a pas été beaucoup dit, mais il y avait comme cette sororité-là dans le livre. Oui. Elle est ouverte aux autres. Elle regarde le petit Gabriel qui est maltraité sur la même rue. C'est une fille qui lit beaucoup. Bon, Maria aussi a sa vie intérieure. C'est là qu'il y a une fusion entre les deux, mais si j'avais, disons que le roman se poursuivait pendant 2 autres années, c'est sûr que cette fusion-là ne serait pas... Ça changerait. Ça changerait. C'est ça. Mais tu parles du petit voisin Oui. qui est laissé à lui-même. Maria, mais aussi Albanie, les deux, la mère et la fille, sont vraiment très sensibles à son sort. Et ça, je dirais que c'est très présent dans ton œuvre. Le souci des enfants maltraités, des enfants laissés à eux-mêmes. Même dans ton nouveau livre. L'apparition du chevreuil. Je sais, je ne m'en rendais pas compte. Mais l'apparition du chevreuil, quand je l'ai écrit, à un moment donné, je me suis dit, ah ben voilà, encore un petit garçon que j'essaie de sauver. Parce que c'est toujours des petits garçons. Mais là, c'est parce que si tu le vois tout de suite, puis tu te poses cette question-là avant de commencer à écrire, tu ne vas pas l'écrire. Tu ne l'écriras pas, mais c'est tout le temps des petits garçons, puis c'est étrange. Mais c'est vrai que ça, les animaux, oui, il y a ça, il y a beaucoup ça. Alors, dans ce livre-là, dans Le bruit des choses vivantes, j'avais comme l'idée, je voulais parler aussi de la responsabilité d'être témoin puis ça allait beaucoup avec la responsabilité. D'enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait? On est responsable comme adultes du sort des enfants autour de nous qui sont malheureux ou maltraités. C'est ça. On est responsable de le dire, de parler ou de faire quelque chose, de pas s'aveugler. Et il y avait beaucoup de ça. Puis à cette époque-là, je me souviens, on avait une conversation, je ne sais pas si ça rappelle, parce que je disais, écrire, c'est être témoin aussi. Puis tu me disais, non. Je me souviens de ça, j'ai des frissons en parlant. Tu m'avais dit ça, non, tu n'es pas témoin seulement quand tu écris. C'est pas juste, tu sais, il y a plus que ça. Tu réinventes, tu redis d'autres choses. C'est vrai. C'est exactement ça. Mais c'est être témoin et ensuite réinventer ça. En faire quelque chose. En faire quelque chose. C'était ça qui était important. Mais c'est quand même incroyable qu'à presque 30 ans de distance entre le bruit des choses vivantes et l'apparition du chevreuil qui est paru en 2019, il y a ce souci de sauver un enfant. Et dans ce cas-là, c'est un enfant qui est quand même proche de la narratrice puisque c'est son neveu. Oui, c'est son neveu. Et le portrait du père, en fait, c'est le père qui est menaçant là-dedans. Le père de l'enfant. Oui, le père de l'enfant. Le père de l'enfant. Et c'est comme elle, la narratrice, elle le dit, alors que les autres ne le disent pas. Les autres dans la famille ne veulent pas voir. Bien, c'est parce que ça aussi, c'est une des autres choses qui m'intéresse beaucoup. Lui, c'est une personnalité narcissique, disons. Je nomme pas ça dans le livre, mais des manipulateurs, des narcissiques, puis des personnes qui font que les autres ne voient pas, où tout le monde se tait autour. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, comme par exemple les chefs de secte. J'ai parlé de ça dans Guyana. Dans Guyana, oui. Ça m'intéresse, je fais des recherches là-dessus. Puis en même temps, quand j'ai commencé à écrire ça, il y avait le bruit, l'hashtag MeToo. MeToo, c'était avant, mais agression non dénoncée. On était dans cette histoire-là. Il y avait eu toute l'histoire aussi de Guy Turcotte qui avait assassiné ses enfants. Ça m'avait... c'est des faits divers qui me heurtent beaucoup. Moi, encore une fois, c'est des enfants, c'est drôle. Oui. Il y avait toute cette question-là. J'ai fait beaucoup de recherches sur les masculinistes, sur ce mouvement-là. Parce qu'il faut dire, Élise, il faut préciser que la narratrice veut, entre guillemets, sauver son neveu, mais aussi, c'est que le roman, c'est qu'elle s'en va, elle loue un chalet
Oui. Elle s'éloigne du monde, elle s'éloigne des médias sociaux parce que, comme elle s'est prononcée comme féministe assez souvent sur les médias sociaux, elle a été prise à partie et même menacée. Elle a été menacée, parce qu'il y en a eu beaucoup à cette époque-là. Hein. Bien, encore aujourd'hui, ça continue. Fait qu'il y avait cette affaire-là. Je me disais, bon, je vais rendre compte de ça. Et en même temps, il va avoir l'histoire de sa famille qu'on l'empêche de dénoncer. de dénoncer ou même de regarder, qu'on l'empêche de parler. À quel point aussi, des fois, quand tu es avec un manipulateur, tu ne sais pas si c'est toi qui n'es pas folle ou l'inverse, mais là, c'est une narratrice. Ils finissent par faire en sorte que tu ne sais pas si tu as tout inventé. Puis ça, c'est pas moi qui l'invente parce que j'ai lu énormément là-dessus, puis ça m'a toujours fasciné. Comment tu en viens à douter de ton propre jugement. Puis c'était un peu, pas de jugement, mais de ta propre valeur, de ton propre jugement, de ta propre pensée. C'est un peu la même chose avec toutes les agressions non dénoncées. Tous les récits qu'on avait entendus à cette époque-là, la plupart des filles dénoncent tellement tard parce que aussi ils sont plus sûrs de ce qu'elles ont, elles sont plus sûres de ce qu'elles ont vécu. Tu sais, donc j'ai tout lié ça dans un même livre. Ça c'est un autre défi de fou là, mais parce que aussi il y avait toute l'histoire de l'écriture aussi là-dedans. Qu'est-ce qui arrive quand un récit t'habite puis tu ne racontes pas? Bien, il pourrit en dedans quelque chose de même. C'est un peu ça qu'elle dit. Il va pourrir en dedans, puis il va t'empêcher d'écrire le reste que tu as à écrire. Et ça, je l'ai comme symbolisé par une... Elle est dans un chalet dans le bois, puis à côté, il y a une maison, un vieux chalet abandonné. Puis là, il est rempli de mérules, puis... c'est un peu gothique, là. J'aimais bien ça, cette affaire-là. Mais en même temps, il y a quelque chose de très inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Puis il y a presque quelque chose, c'est comme la crypte, là. C'est presque psychanalytique. En fait, dans ma tête, son histoire non racontée était dans le chalet. Elle était dans le chalet abandonné. Puis... Mais là, finalement, il y a quelqu'un qui squatte le chalet et... Bon, je ne vais pas tout raconter l'histoire, mais mais en fait, les fils vont se toucher. Ce qu'on peut dire, c'est que les fils narratifs vont se toucher. Ils vont tous se toucher. Ah, c'était compliqué à faire. Oui. Je ne recommencerai pas. Il y a donc le sort des enfants. Ouais. Il y a la violence extérieure qui nous envahit. Ça aussi, c'est, je pense, dans tous les livres. Mais il y a aussi le sort des femmes. Beaucoup. Dans Guyana, c'est important, les violences faites aux femmes. Même dans ta poésie aussi. Beaucoup, beaucoup. Tu as écrit sur les assassinats de femmes au Mexique. Oui, à Ciudad Juárez. Oui. J'ai écrit ça. Ça, ces poèmes-là, c'est 15 poèmes. Ça, c'est dans ce qu'elle voit, c'est 15 poèmes. C'est particulier, parce que ça, c'est des recherches et des recherches. Puis j'ai lu là-dessus, j'ai lu des livres. Je voulais écrire un roman, en fait. Puis finalement, j'ai dit, mais non, ça ne m'appartient pas comme histoire. Puis il y a déjà eu des livres, des films. Mais j'étais obsédée par cette histoire-là, comme j'étais un peu obsédée par le Mexique donc aussi. Donc, des centaines de femmes assassinées qu'on certaines pas retrouvées, certaines retrouvées, ça. Mais on ne sait pas, on ne trouve pas les coupables, ou en tout cas, on a les... On a des petits doutes, là, mais puis c'est des femmes qui travaillent dans les usines General Motors et compagnie. Donc, il y a tout un aspect politique à cette affaire-là aussi. Puis, un aspect de... Elles ne sont pas retrouvées, mais il y a les images aussi qui sont fortes. Quand tu fais des recherches là-dessus, tu rentres, puis là, au début de la ville, tu as des panneaux, c'est marqué ici, les femmes sont assassinées. Bon, écoute, il y a des croix roses. Tu sais, il y a beaucoup... dans mes livres, il y a beaucoup cet aspect-là des images. Mais finalement, à force de travailler là-dessus, j'ai tout condensé ça en 15 poèmes. J'ai cru que c'était mieux. Mais oui, c'est toujours là. Dans Guyana, c'est pareil. Ouais. Dans l'île de la Merci, je pense à ça. L'île de la Merci, c'est l'histoire d'une adolescente, l'été de ses 15 ans, puis il y a la découverte d'un cadavre de femme. Oui, une jeune fille. Ça, c'est un autre fait divers. Oui, parce que je travaille souvent à partir de faits divers aussi, mais ils ne paraissent plus parce que c'est tellement... Mais là, j'ai travaillé à partir de 2-3 faits divers. Mais tu vois, je ne pourrais même pas te les nommer, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est des faits divers très connus, mais j'en ai mis 3 ensemble. Et puis là, j'ai fait une image, mais moi, ma question... Parce que dans chacun des livres que j'écris, il y a une question à la base. C'est comme dans le Prix des choses vivantes, ma question, c'est...
Mais qu'est-ce que c'est avoir un enfant, être assis dans le salon avec ta petite fille qui est si bien, puis moi j'avais un fils aussi, on est si bien, puis là dans la télévision, qu'est-ce qu'on voit? Les orphelinats en Roumanie, Des catastrophes. les catastrophes à San Francisco, le mur de Berlin qui tombe. Bon, il y avait tout ça, là. Ça, c'est une question. Et qu'est-ce que tu fais aussi avec l'amour que tu as pour tes enfants, avec la possibilité qu'ils te soient enlevés un jour? C'est une question horrible. Tout le monde n'y pense pas tout le temps comme moi, mais moi, je suis comme ça. Fait que j'y pensais. Mais dans la question de la merci, c'est qu'est-ce qui arrive quand tu as 15 ans, puis la seule affaire que tu vois par rapport à la sexualité, c'est des viols puis des meurtres, puis que tu en vois sans... Comment tu peux vivre une sexualité saine aussi. Puis tu vois ça, puis ça arrive à côté de chez vous, parce qu'elle, c'est sur l'île que le cadavre est découvert, puis c'est juste à côté de chez elle. Donc, comment ça peut se développer? Ça, c'est une question. Puis là, encore une fois, il y a une autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est toutes les questions sur la famille. Parce que dans cette famille-là, encore une fois, il y a un non-dit terrible. Oui. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a un manque d'amour épouvantable. Puis c'est les enfants qui... C'est les enfants qui y goûtent, en fait. Qui y goûtent, parce que ça, c'était très important pour moi, quand j'écrivais La Merci, de me dire, si la violence n'est pas assumée, ou la violence ou la folie, appelons ça comme on veut, n'est pas assumée par les parents, elle rebondit sur le dos des enfants. C'est vrai. C'est très vrai. On va se laisser sur cette pensée. On se laisse sur cette pensée. Oui. On aurait pu Bien, faire on pense 2 à heures. nos enfants. On pense à nos enfants. Oui. Merci beaucoup, Élise. Hey, merci, Daniel. Merci à vous d'avoir été là.